Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 6e webinaire du réseau TRIS consacré à notre série sur l'adaptation. Je rappelle que le réseau TRIS est un réseau d'experts dans des compétences extrêmement variées et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes donnés comme objectif au cours de ce dernier trimestre de l'année 2022 et au cours du premier trimestre 2023 d'aborder la question de l'adaptation appliquée à toute une série de domaines et d'activités. Donc, nous avons déjà eu l'occasion de parler de la biodiversité, de parler des forêts, de parler de l'énergie. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur et transversal qui est celui de la santé. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir 3 membres éminents du réseau TRIS, que je vais citer par ordre d'entrée en scène. Donc, Joël Spirou, spécialiste de médecine environnementale, médecin bien sûr, et conseil aujourd'hui dans ce domaine. Fabien Schinazi, qui est président de la commission environnement au Haut Conseil de la santé publique et président de la commission qualité de l'air au CEICA. Et enfin, Édouard Sève, vice-président de l'ARCA et du CIFAL. Voilà, donc chacun d'entre eux va vous faire une présentation sur ce sujet qui est un sujet vraiment complètement transversal et ensuite, bien entendu, nous répondrons aux questions que vous voudrez bien nous poser. Joël, la parole est à toi. Merci beaucoup Corinne d'organiser ces webinaires et donc on va passer directement sur cette problématique-là. Donc vous voyez s'afficher le plan de mon intervention. Je vais vous brosser la problématique du lien entre santé, enfin adaptation et santé. C'est quelque chose de très vaste et mes 2 collègues après prendront des exemples en particulier sur l'air, la pollution de l'air, le pollen, etc. Alors, on y va. D'abord, un préambule. Ce que c'est que la santé, c'est un état de bien-être complet physique, psychique, social et pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité. La charte de l'environnement qui est arrivée, comment dirais-je, dans la loi constitutionnelle grâce à Jacques Chirac, nous précise que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. Et puis, émerge depuis 2-3 ans le concept One Health, c'est-à-dire une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique avec la santé animale et la santé environnementale. Donc, vous voyez que nous sommes au carrefour de ces 3 grandes problématiques et ça va nous imposer à la fois, on le verra, de la prévention et surtout de la connaissance, de savoir ce qui se passe. On peut pas parler de cela si on n'a pas quelques notions. Et puis surtout, le principe de base de l'adaptation, c'est surtout, comme le disait Hippocrate, primum non nocere, c'est-à-dire ne pas nuire. Pourquoi dis-je ça? C'est qu'il ne faut pas trouver des techniques d'adaptation qui vont augmenter dans un domaine ou dans un autre la problématique de pollution et d'impact sur la santé, qu'elle soit sur l'environnement ou sur la santé humaine. Alors, vous voyez la complexité. Nous avons au centre la santé humaine avec le réchauffement climatique et cette problématique centrale, elle est en relation étroite avec l'environnement chimique, l'environnement biologique, l'environnement physique, l'environnement socio-anthropologique qui a de l'importance, on y reviendra, et les comportements de nous tous. Les impacts sanitaires, alors les catastrophes d'abord, comment dirais-je, aiguës, hein, on l'a vu, inondations, tempêtes, etc., cyclones, et donc il faut des services d'urgence adaptés, la pollution de l'air, nos collègues en parleront tout à l'heure, les problématiques d'arrivée de maladies émergentes ou réémergentes, et pour cela, il faut être formé pour les reconnaître et surtout pour les combattre. Les problématiques d'allergie, ça sera repris tout à l'heure. Les pollutions de l'air, de l'eau, la problématique alimentaire avec diminution des ressources. On s'en aperçoit par exemple, rien qu'avec une guerre en Europe avec l'Ukraine, il y a des difficultés d'approvisionnement en céréales et naturellement, le réchauffement climatique entraînera des baisses de production et des problèmes.
dégradation environnementale avec des conflits, puisque on sait que l'augmentation de la chaleur augmente comment dirais-je, les conflits et la violence. Voilà. Et naturellement, on n'est pas sans oublier les extrêmes chaleurs. Alors, sommes-nous prêts à cela? Eh bien non. Malheureusement, on n'est pas prêt à faire face à ces enjeux à l'heure actuelle parce qu'il y a eu un déni depuis des années et des années. Et donc, on a un déficit structurel, on l'a vu avec la Covid au niveau des urgences, on le voit à l'heure actuelle au niveau des services de pédiatrie avec la petite épidémie de bronchiolite chez les nourrissons, manque de formation du corps médical, manque d'informations validées pour la population, bref, absence de prévention. Et donc, une des adaptations au réchauffement climatique et aux modifications générales de la planète, ça va être la prévention. Alors, pour vous donner une idée, le système de santé, c'est le soin plus la prévention. Eh bien, le système de santé représente 9,5% du PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire presque 10%, c'est colossal. Mais dans cette partie-là, eh bien, la prévention en France ne représente que 1,4%, alors qu'en Allemagne, il est de 4%, en Italie, il doit être de 3 ou 3,5%. Donc, nous sommes des parents pauvres. Et donc, nous avons des difficultés à adapter les soins, puisque on manque de personnel qualifié, on manque de matériel, on manque de structures adaptées, on manque d'anticipation. Les services d'urgence sont débordés malgré eux bien souvent. Et la formation du corps médical n'est pas apte à faire face à ces enjeux-là. Je forme les médecins libéraux sur ces problématiques-là. Je peux vous dire que quand on aborde ces thèmes, ils tombent des nues. Ils sont pas, d'ailleurs, on peut préciser qu'ils ne sont pas formés et que les jeunes internes qui sortent à l'heure actuelle ne sont pas formés sur ces problématiques-là. Les canicules, les maladies émergentes, réémergentes, gestion médicale des réfugiés climatiques, etc., etc. Donc, la prévention, c'est fondamental. On y travaille quand même depuis plusieurs années, puisque prise en charge avec les plans nationaux santé-environnement, plan national nutrition santé, on est au numéro 4 déjà, plan résidus de médicaments dans l'eau, le PNRM depuis 2011, mais malgré ça, rien ne bouge. Quasiment tout est à faire et reste à faire, entre autres, former le corps médical à la médecine environnementale et donc à la prévention primaire. Alors, quand on parle de prévention, il ne faut pas confondre. Très souvent, on mélange la prévention primaire, c'est-à-dire supprimer les causes, de la prévention, comment dirais-je, secondaire, qui est le diagnostic. Bon, toutes les campagnes de dépistage sont considérées bien souvent, malheureusement, comme de la prévention, mais ce n'est pas de la prévention. Quand on dépiste un cancer, c'est qu'il est déjà arrivé et que le primum movens n'a pas été éradiqué. Alors, les structures bougent quand même, tout n'est pas négatif. On va repasser un petit peu sur les hôpitaux et les cliniques. Fin 2020, il y a eu la création du CRS, un collectif éco-responsabilité en santé, et on sait maintenant que l'hôpital représente 5 à 10% des gaz à effet de serre de la France, ce qui est colossal. L'empreinte carbone de 3 blocs opératoires, c'est l'équivalent à peu près d'un aller-retour en voiture Paris-Lyon. Et donc, il y a nécessité de repenser l'intégralité du parcours patient-hôpital et patient-médecin, impliquer l'ensemble des acteurs du système de soins dans le choix des dispositions à prendre, donc agir de façon collective plutôt que de façon indépendante, spécialité par spécialité, faire un tableau de bord en hiérarchisant les priorités de modification. Et le plus gros frein, en fait, c'est le CRS qui le dit, le plus gros frein, eh bien, c'est la résistance au changement. Donc, pour éviter ces résistances au changement, eh bien, il faut impliquer tous les acteurs du système de soins pour aller dans un sens plus pertinent et moins polluant. Au niveau des cabinets médicaux libéraux, eh bien, il y a de bonnes résolutions. Vous voyez déjà, il y a 2 ans, il y a un guide du cabinet médical responsable qui est sorti. Tout d'abord, dresser un état des lieux, bilan carbone, planifier les objectifs, c'est toujours la même chose. Repenser les achats sur le mode de développement durable, organiser une meilleure gestion des déchets, réduire la consommation énergique et la consommation d'eau au sein du cabinet.
En ce qui concerne les transports, regrouper les transports et les visites à domicile, informer les patients sur les gestes de prévention, sensibiliser les confrères quand ils ne le sont pas assez et réaliser des bilans collectifs, des actions éco-responsables étape par étape. Et puis, quand on crée une nouvelle maison médicale, pourquoi pas faire une maison médicale éco-responsable et bioclimatique. Au niveau des entreprises, eh bien, c'est la même chose. Il va falloir dresser un état des lieux et le bilan carbone, hiérarchiser là aussi les priorités, toujours les mêmes, mais aussi de la provenance des matières premières et un programme d'éco-responsabilité est fondamental de façon collective. Donc, il faut considérer aussi le bien-être des collaborateurs, flexibilité du travail, en période de canicule, commencer plus tôt, terminer plus tôt, les ventilations, les chauffages, les climatisations, l'adaptation des horaires de travail, télétravail, les salles de repos de préférence climatisées, restauration de qualité avec une bonne qualité nutritionnelle et améliorer le secteur de la recherche, recherche et développement. Donc, axer la recherche sur des modes de développement durable, rechercher les impacts délétères des modes de production sur l'environnement et la santé. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle molécule ou un nouveau produit est merveilleux de façon ciblée qu'il ne peut pas avoir des impacts en termes environnementaux et en termes de santé publique. Donc, il y a des formations à faire pour ne plus mettre sur le marché des produits délétères pour la santé. Un exemple innovant, par exemple, Generali, l'assureur Generali, eh bien, s'intéresse depuis longtemps, au moins depuis 2013, mais en 2016, il a mis un programme de santé comportementale pour lutter contre donc des informations pour les employés des entreprises assurées par Generali, pour lutter contre le tabagisme, la mauvaise alimentation, la sédentarité, etc., etc. Donc, bel objectif déjà, qui continue, qui se développe. Et donc, santé comportementale, ça touche 22 000 collaborateurs. Donc, c'est quelque chose de tout à fait innovant et intéressant. Naturellement, ça assure un anonymat complet des documents, pas de récupération de données anonymisées, confidentialité totale des données, pas d'impact sur la tarification, c'est une assurance collective, et l'ensemble du personnel, que ce soit les collèges non cadres et cadres, tout le monde y a droit à type de prévention et c'est un grand pas déjà. En 2022, eh bien, il y a une offre plus étendue qui va être proposée, qui a commencé là il y a quelques semaines. Voilà. Depuis septembre 2022, l'objectif est de faire bénéficier les clients de nouveaux systèmes 6 thématiques. Eh bien, les thématiques sont surtout l'impact de la pollution de l'air, de l'eau, du bruit, du pollen, de l'alimentation et des UV, avec des programmes comment dirais-je, de mise à l'écart et de prévention. Donc, c'est quelque chose, vous aurez naturellement le PowerPoint, donc vous pourrez approfondir la question, mais c'est vraiment une très belle idée. L'environnement socio-anthropologique dans lequel nous vivons, eh bien, les failles, il y a un problème de PowerPoint, mais ce n'est pas grave. Les failles, c'est l'environnement socio-anthropologique dans lequel nous vivons. Nous avons vu les balbutiements de nos dirigeants vis-à-vis de la mise en place d'une politique anti-Covid, mais on le voit depuis 10 ans au niveau des services d'urgence, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient, et on le voit aussi naturellement en termes de prévention, puisque la prévention n'est quasiment pas faite, je vous l'ai montré tout à l'heure. Absence d'informations scientifiques fiables pour la population, pauvreté de la formation dans les collèges et les lycées, puisque cette formation devrait commencer dès la base pour habituer nos jeunes aux liens entre santé et environnement. Inexistence de formation dans la grande majorité des formations après le bac et inexistence de la formation santé environnementale, médecine environnementale et écologie humaine dans les études médicales, quel que soit le niveau pour l'instant. Comment dirais-je, la réunion de la commission des doyens de faculté de médecine travaille sur le dossier pour l'instant. Peut-être verrons-nous arriver quelques heures de médecine environnementale pour la rentrée 2024.
les impacts de l'environnement chimique sur la santé et l'environnement passent sous les radars. Oui, c'est la mode, on ne parle que du réchauffement climatique, comme si le réchauffement climatique n'allait pas augmenter les pollutions. Et au contraire, nous savons que le réchauffement climatique va augmenter de façon importante et très importante les problématiques de pollution, avec l'augmentation des particules fines dans l'air, qui sont génératrices, par exemple, de 75%, de 75 000 cas de cancer pulmonaire par an et autres pollutions. Augmentation des nombres de cancers. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 370 000 nouveaux cas de cancer par an et on accepte 170 000 morts par cancer tous les ans, ce qui représente pas loin de 500 patients par jour, je veux dire. Et puis, donc, voilà un petit peu l'objectif, parce qu'il faudra, en même temps que le réchauffement climatique, il faut penser à la pollution de notre alimentation, de l'eau, de l'air. Alors, pour ce qui est, c'est la conclusion, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois qu'on ne me voit plus, mais je suis toujours là, bien sûr. Et je pense que c'est un panorama large, pas très optimiste, mais très large de ce à quoi nous sommes confrontés. Et je passe donc la parole à Fabien Schinazi pour sa présentation qui sera davantage ciblée sur les questions de pollution atmosphérique. Fabien, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup pour votre invitation à ce webinaire sur l'adaptation et la santé. Alors, moi, j'ai choisi, à la suite de l'exposé de Joël Spirou, de prendre un exemple sur lequel nous travaillons déjà depuis de nombreuses années dans le cadre du collège CIK, sur la qualité de l'air, mais aussi sur l'allergie pollinique et les virus respiratoires. Et en fait, l'épithélium respiratoire est en première ligne de ces différents agresseurs qu'on trouve dans notre environnement atmosphérique. Et donc, il était intéressant de voir, alors j'espère qu'on voit ma diapo suivante. Alors, il faudrait mettre en diaporama peut-être. Ah, alors. Si c'était en diaporama, ce serait plus visible. Et là, elle passe? Oui. Oui, elle est passée là, oui, oui. C'est bon. D'accord, merci beaucoup. Alors, en fait, cet épithélium respiratoire dont j'étais en train de parler est en toute première ligne et il y a finalement un cercle un peu infernal entre les polluants atmosphériques, les pollens et les virus respiratoires. Et chacun d'entre eux a son propre rôle, son propre impact sur la muqueuse respiratoire, mais également il va y avoir des interactions entre ces différents composants atmosphériques et c'est le sens de l'exposé que je voudrais vous montrer. Alors, ça ne veut pas passer. Est-ce que ma diapo passe? Oui. Elle passe? Oui, oui. Non, on n'a pas le numéro 3. Le numéro 3, voilà. Alors, en fait, l'allergie pollinique est une allergie qui a augmenté depuis ces 20 dernières années. Et dans le cadre du Haut Conseil de la santé publique, nous avons publié un avis il y a déjà quelques années qui rappelait en fait les symptômes de cette allergie pollinique. Et cette allergie pollinique, donc comme vous voyez les différents symptômes sur la diapositive, doivent attirer l'attention. Et souvent, les personnes qui souffrent en premier lieu de rhinite pollinique ne sont pas attentifs à ces différents symptômes et mettent beaucoup de temps en fait à aller faire le diagnostic étiologique et rencontrer un médecin allergologue. Alors, pourtant, j'ai du mal à faire passer les diapos. Bon. Pourtant, c'est bon, vous la voyez? Oui, c'est bon. D'accord. En fait, il y a depuis plusieurs années
un réseau de surveillance. Vous voyez ici les capteurs de pollen qui sont souvent en hauteur et le réseau au niveau français de ces différents capteurs de pollen qui donnent l'information sur la présence de ces pollens, donc pendant toutes les saisons polliniques, mais également il y a aussi des pollinariums sentinelles, des polliniers, des capteurs spécifiques de l'ambroisie. Bref, vous voyez dans cette diapositive et la carte de France l'ensemble des capteurs qui nous permettent d'avoir des informations pour informer les personnes allergiques au pollen. Mais les choses ont évolué depuis quelques années, puisque vous voyez ici la température à partir de l'ère pré-industrielle, la température de la Terre qui augmente. Vous avez ici les chiffres de température augmentés, et donc vous savez qu'il y a des trajectoires qui parlent donc d'essayer de maintenir ce 1,5 degré de la COP 21, mais on voit bien qu'on aura des difficultés à maintenir, et donc il y a une question d'adaptation vis-à-vis du réchauffement, mais également des gaz à effet de serre qui vont intervenir notamment sur les pollens et vont modifier cette allergie pollinique dont on est en train de parler. Et en fait, le changement pollinique, on le constate déjà depuis quelques années, modifie un certain nombre de facteurs sur les pollens. Et on s'aperçoit que les saisons polliniques, autrefois on avait un calendrier pollinique qui permettait de savoir à telle date de l'année à quoi nous allions être exposés en termes de pollen, eh bien les saisons polliniques deviennent plus précoces, globalement plus longues pour certains types de pollen, et ces pollinisations est également plus abondante en pollen et plus allergénique. On constate également avec le changement climatique une aire de répartition qui s'élargit. Vous avez ici l'exemple de l'ambroisie. Pendant très longtemps, l'ambroisie était cantonnée en région Rhône-Alpes et on s'aperçoit qu'avec la modification de la température, eh bien, on a une répartition géographique qui est plus importante, qui s'élargit et qui va toucher donc un peu plus de personnes vis-à-vis de cette allergie au pollen. Donc, le changement climatique a des impacts sur ces saisons polliniques, ce qui fait que les personnes allergiques au pollen vont souffrir beaucoup plus longtemps et de manière aussi plus importante vont souffrir de ces problèmes de pollen. On sait également que la pollution atmosphérique, les polluants atmosphériques ont un impact aussi sur ces grains de pollen. Vous avez ici quelques images de pollen où on voit qu'il peut y avoir des dépôts de polluants, notamment de particules qui se fixent au pollen, mais surtout que la pollution atmosphérique dégrade, altère ces grains de pollen et les rend beaucoup plus allergéniques, car elle permet de libérer plus facilement ces allergènes libres de ces grains de pollen. Donc on voit que par exemple avec l'ozone et un polluant donc atmosphérique qu'on voit plutôt en saison estivale, agresse les pollens et donc les rendent beaucoup plus allergéniques. Alors en matière de pollution atmosphérique, on vient de voir son impact sur les pollens pour les rendre plus allergéniques. Ici, ce sont les concentrations moyennes annuelles. On voit quand même que les efforts ont payé, si je puis dire, puisque un certain nombre de polluants diminuent, comme les particules fines, comme le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre. Mais l'ozone, au contraire, c'est la flèche du haut, persiste, probablement lié au réchauffement climatique, et donc les niveaux d'ozone n'ont pas tendance à baisser, et donc cet ozone a des effets irritants pour les voies respiratoires, forme un cocktail avec d'autres polluants, et même si ces polluants atmosphériques ont commencé à baisser, les normes sont très basses, les normes de l'OMS sont très basses, et donc
il existe encore des impacts de cette pollution atmosphérique, même si on a constaté cette baisse depuis quelques années. Et effectivement, la pollution atmosphérique a des impacts donc de manière directe sur l'épithélium respiratoire et également sur les maladies cardiovasculaires. On vous citait tout à l'heure donc les différentes maladies qui se développent avec la pollution atmosphérique, que ce soit des maladies respiratoires, des cancers ou des maladies cardiovasculaires liées à ces particules fines qui passent très facilement dans le sang et vont aller se fixer sur les artères. Et donc, la pollution atmosphérique a son propre impact, mais comme on l'a vu aussi, elle agit sur les pollens. Et puis, on s'est aperçu également, la diapositive ici vous le montre, qu'il y avait aussi des interactions, pas uniquement entre pollution atmosphérique et pollen, mais aussi entre pollution atmosphérique et virus respiratoires. Et pendant la crise Covid, on a montré une coïncidence entre le nombre de cas de Covid et leur gravité avec la pollution aux particules fines PM2,5. Ceci a été montré d'abord en Chine, mais également ça a été montré en Italie, en comparaison de l'Italie du Nord et en Italie du Sud. On a montré l'impact de cette pollution atmosphérique sur la gravité et le taux d'incidence du nombre de cas de Covid. Également aux États-Unis, on a montré que sur certains États qui étaient considérés comme fortement pollués, la mortalité Covid était également la plus forte. Et donc, on a tenté, dans différentes publications scientifiques, d'expliquer pour quelles raisons il y avait ces impacts, cette conjonction entre pollution atmosphérique et facteurs aggravants du Covid. Et là aussi, on s'est aperçu qu'il y avait un état inflammatoire, puisque les deux impactaient la même muqueuse, mais également, il a été montré que les polluants atmosphériques pouvaient aussi augmenter les récepteurs du virus et donc créer cette aggravation de la maladie. Également, dans d'autres interactions, il a été montré que le pollen aussi avec des interactions virus respiratoires. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un cercle infernal, puisque chacun d'entre eux a sa propre action, mais aussi chacun d'entre eux interagit. Alors, on a montré aussi que le pollen diminuait l'immunité contre les virus, que les taux d'infection au virus du Covid augmentaient après des concentrations élevées de pollen, et que le pollen aussi pouvait transporter un certain nombre de virus à distance. Alors, que faire? Comment s'adapter à ce type de situation dont on sait qu'elle ne va pas aller en diminuant, mais plutôt en s'aggravant? Comment s'adapter à ce type de situation? Alors, il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés, que ce soit, j'ai retrouvé les messages sanitaires donnés aux personnes allergiques au pollen, où on leur donne des conseils pour vivre mieux. Vous avez ici quelques conseils donnés donc dans un avis du Haut Conseil de santé publique repris par le Réseau national de surveillance aérobiologique, en particulier sur les activités extérieures et notamment le port du masque également pour se protéger. Concernant les épisodes de pollution atmosphérique, lorsqu'il y a des conditions météorologiques qui favorisent l'augmentation des polluants, mais aussi l'inégalité géographique par rapport à cette pollution atmosphérique. Pour ces personnes vulnérables, les messages d'alerte leur demandent aussi d'éviter des activités physiques et d'aggravation de symptômes, de maintenir leur traitement. Concernant les virus respiratoires et en particulier le Covid, le Haut Conseil a proposé aussi 7 mesures à la fois individuelles et collectives, dont le port du masque, dont on reparle beaucoup en ce moment, mais également d'autres aspects sur l'aération des locaux pour limiter la transmission de ces virus. Et pour terminer, en matière d'adaptation et de conseils, c'est aussi agir pour réduire au mieux l'impact de cette pollution atmosphérique. Et il y a un certain nombre d'expériences qui montrent qu'il y a des bénéfices sanitaires de politiques d'intervention pour améliorer la qualité de l'air.
on parle beaucoup des zones à faible émission, mobilité, la réduction des émissions industrielles et la pratique du vélo, les mobilités douces. Donc, toutes ces actions pour améliorer va agir sur un des facteurs qui intervient dans ces menaces vis-à-vis de notre système respiratoire. Et les études ont montré qu'on améliorait l'état de santé, comme vous le voyez ici, en termes de mortalité, d'espérance de vie, d'hospitalisation, lorsque on essayait de limiter ces facteurs. Et donc, le but, c'est d'agir sur ces différents facteurs pour protéger les différentes personnes soumises à ces différents agresseurs environnementaux atmosphériques. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Schinazi, c'était vraiment très intéressant et très complémentaire de ce que nous a dit Joël Spirou tout à l'heure. Et je passe donc la parole pour le dernier exposé au docteur Édouard Sève, qui est donc vice-président de l'ARCA. Merci Corinne. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. Eh bien, parfait. Donc, je vais compléter, effectivement, je vais parler plus un peu du côté médical et notamment des allergologues, comme je suis allergologue, sur ce thème de l'adaptation et de la santé. Donc, les allergies, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, il y a de plus en plus de gens allergiques. On a vu que tout l'environnement évolue et notamment les allergies évoluent. Dans les années 70-80, on estimait qu'il y avait 2 à 3% de la population qui était allergique. C'était quand même une minorité. Nos grands-parents, pour ma génération en tout cas, nos grands-parents n'étaient pas forcément allergiques. Mais on voit que maintenant, nos enfants, il y en a de plus en plus. Et on estime qu'actuellement, ce serait un Français sur 4, voire peut-être un peu plus, limite un Français sur 3 qui serait allergique. Alors, toute allergie confondue, que ce soit respiratoire, alimentaire, les médicaments. Mais il y en a de plus en plus. Et les estimations, c'est que ça va continuer à augmenter. Et sans doute qu'en 2050, il y aura peut-être 50% des Français qui seraient allergiques. Donc là encore, il y a un gros enjeu sanitaire, social, médical, parce que c'est des nouvelles allergies et il y en a de plus en plus et il y en a des nouvelles. Tout évolue. Alors notamment les allergies respiratoires, donc ça je ne vais pas revenir dessus, tout ce qui est pollen. Mais il y a aussi tout ce qui est animaux de compagnie. Maintenant, avant, les gens avaient des chats, des chiens, mais maintenant, ils ont des serpents, ils ont des gerbilles, des octodons, plein de petites bêtes bizarres, et ils deviennent allergiques à ces petites bêtes bizarres. Les habitats, on en a un petit peu parlé au début. On a des environnements parfois un peu insalubres, parfois des problèmes de ventilation, avec du coup plus d'acariens, des moisissures. Surtout en ce moment, les gens ventilent moins. Il fait plus chaud, plus humide et donc plus d'acariens dans les environnements. Il y a de plus en plus d'allergies aux cosmétiques aussi, parce qu'on se met de plus en plus de choses pour que ça sente bon, pour que ce soit propre, pour que se donner un bon teint. Et on met des parfums, des colorants et on fait des allergies à ces choses-là. Les aliments, on mange aussi des nouvelles choses, que ce soit des fruits exotiques, des graines, avec la mode, avec l'alimentation végane en tout cas, il y a de plus en plus de graines, de fruits à coque, de choses comme ça, et de plus en plus d'allergies à ces choses-là. On voit aussi maintenant les gens se mettent à manger des insectes, ça commence à venir, et on voit arriver des allergies aux insectes par voie alimentaire. Et les médicaments, donc là encore ça évolue. La première allergie au bloc opératoire, ça reste par exemple les curares. Avant, il y avait le latex qui était en numéro 2, mais avec l'évolution des pratiques, on a essayé de changer, de diminuer l'utilisation de latex au bloc opératoire. Il y a moins de gants, il n'y en a plus dans les appareils, et ça a grandement diminué. Par contre, il y a toujours de plus en plus d'allergies aux antibiotiques. Donc là encore, en fonction de nos pratiques, les allergies évoluent. Alors, quand on dit tout ça, c'est pas très réjouissant, ça fait un peu peur, surtout après les exposés précédents. Mais on a essayé de prendre le problème après le corps et de proposer des choses pour améliorer les choses, pour que ça évolue, au moins que ça ne s'aggrave pas et si possible que ça évolue dans le bon sens. Donc, on a proposé un plan quinquennal pour 2022-2027. Donc là, c'est tous les acteurs de l'allergologie, mais pas que, qui se sont réunis pour avoir des pistes de travail, d'amélioration communes. Donc, c'est notamment la Fédération française d'allergologie, avec la Société française, le syndicat, il y a le Collège des enseignants pour essayer de former, là on l'a dit au début, former les jeunes,
mais aussi les associations de patients qui sont partie prenante et qui nous aident pour ce plan quinquennal. Alors, c'est soutenu par Monsieur Isaac Sibyl, qui est député, qui est président du groupe d'études prévention santé. Et donc, on compte sur lui pour relayer le message. Mais on va aussi relayer le message nous-mêmes. Il y a eu le CNP, le Conseil national professionnel des allergologues, est venu au ministère de la Santé pour parler au conseiller du ministre il y a 10 jours à peu près. Et on va en remettre une couche. On y retourne le 10 mars. Donc là, il y a une grande journée de sensibilisation au ministère. Tout le monde est invité. On va faire des tables rondes, il y aura des exposés, il y aura des ateliers pour exposer, pour justement essayer d'expliquer, de sensibiliser les gens au problème des allergies. Alors, dans ce plan quinquennal, il y a eu 7 grands focus, 7 grandes pistes d'amélioration. La première, c'est améliorer la coordination des professionnels de santé et l'organisation des soins, parce qu'on sait qu'il y a de moins en moins d'allergologues et il y a de plus en plus de patients allergiques, donc forcément, c'est compliqué. Le deuxième, garantir la mise à disposition des traitements adaptés pour les allergies sévères. Il y a plus d'allergies, notamment plus d'allergies sévères. Ensuite, prendre appui sur le virage numérique. Ensuite, s'occuper des allergies alimentaires, puis renforcer l'information du grand public, notamment au milieu professionnel et scolaire. Consolider la place accordée aux enjeux de santé environnementale, on en a déjà pas mal parlé. Et enfin, mettre en place un suivi annuel avec un observatoire. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu tous ces points-là. Donc déjà, voilà, pour la coordination, comme je vous l'ai dit, il y a de moins en moins d'allergologues, il y a de moins en moins de médecins. Alors, on voit en ce moment, ça coince un peu. On a perdu la moitié des allergologues en 10 ans. Donc, ça fait un peu mal. Et on a fait une enquête récemment et un tiers des allergologues disaient qu'ils allaient partir dans les 5 ans. Alors, quand on sait que voilà, il y avait à peu près 2000 allergologues il y a 10 ans, on est encore 1 millier de médecins à pratiquer l'allergologie. Et en parallèle, il y a 28 postes à l'internat, donc il y a 28 allergologues formés par an, ce qui fait pas beaucoup. Ce qui fait que les délais s'allongent et puis les distances, quand un allergologue part et pas remplacé, les gens doivent aller plus loin pour aller trouver un spécialiste. Donc, c'est de plus en plus compliqué. On va essayer de remédier à cela, notamment en augmentant la possibilité pour les médecins de voir plus de patients avec des assistants médicaux. Donc ça, c'est dans les tuyaux, c'est dans un peu de toutes les spécialités, mais ça marche bien en allergologie. Et avec tout ce qui est téléconsultation, les allergologues sont la première spécialité en termes de pourcentage de spécialistes à utiliser la téléconsultation en 2021. Donc, c'est un outil qui marche très bien dans notre spécialité. C'est facile, c'est pratique. Alors, ça remplacera pas toute la médecine, mais en tout cas, ça a une place dans notre activité quotidienne. Les traitements, c'était le point numéro 2. Eh ben, il y a beaucoup de recherches, les allergies évoluent, mais du coup, les traitements évoluent. Initialement, la désensibilisation, l'immunothérapie allergénique, ça se faisait par voie injectable. Donc, les patients allaient voir le médecin toutes les semaines, tous les 15 jours, ils faisaient une injection. C'était lourd, ça piquait, c'était pas drôle, et puis ça prenait du temps pour le médecin. Maintenant, les patients vont faire ça à la maison, c'est soit des gouttes, et puis maintenant, c'est des comprimés. Donc, c'est beaucoup plus simple, c'est plus pratique et c'est plus efficace. Donc là, voilà, on gagne en confort de vie, en qualité et en efficacité des traitements. Alors, c'est un peu remis en cause par l'assurance maladie parce que ils nous ont posé la question, ils nous ont dit, les allergies, c'est du confort. En fait, c'est une qui coule, donc on n'a pas besoin de le rembourser. On leur expliquait que c'était pas que du confort, que les asthmes graves sévères, c'était pas du confort. Donc, c'est encore dans la balance, ça va être rediscuté en 2023. C'est pour ça aussi qu'on va au ministère pour leur expliquer que c'est important de garder ce remboursement. On a des nouveaux traitements, les biothérapies, on en parle beaucoup en ce moment. Donc maintenant, c'est d'autres systèmes pour les pathologies allergiques sévères, tout ce qui est asthme sévère, la dermatite atopique sévère, l'urticaire chronique, par voie injectable, ça va être une injection par mois, quand on s'en sort plus avec les traitements classiques habituels. Et ça marche vraiment très, très bien. C'est des thérapies ciblées. Ce ne sera pas pour tous les patients, mais en tout cas, il y a de la recherche et des nouveaux traitements qui arrivent et on est très content parce que ça permet vraiment d'améliorer notre prise en charge. Le virage numérique, donc ça, c'était l'autre point. Et les réseaux sociaux, c'est important, justement, tout le monde parle de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important que les médecins prennent ce virage et occupent les réseaux sociaux. Alors, on voit que notamment l'ARCA, on en parle sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Mais maintenant, les sociétés savantes s'y mettent, le syndicat s'y met aussi. Alerdata, donc ça, c'était un petit focus.
c'est une plateforme pour les allergologues, mais aussi un petit peu pour le grand public, pour aider à mieux comprendre les allergies croisées. Parce qu'on sait que, par exemple, quand on est allergique au latex, eh ben, on peut faire des réactions à des fruits comme le kiwi, comme la banane, la châtaigne, et ainsi de suite. Et donc, ça permet d'essayer de comprendre ce qu'ont les patients en fonction de ce qu'ils nous racontent. La télémédecine, donc la téléconsultation, j'en ai parlé. Et puis, je vais faire des petits focus sur les autres, Advice Medica, et puis les nouvelles applis. Alors, le RNFA, on en avait parlé un petit peu, donc le réseau national de surveillance aérobiologique qui propose des cartes. Donc ça, on peut aller sur Internet, sur le site pollen.fr pour voir tout ça. Et maintenant, il y a des applis aussi, donc Alerte Pollen, on peut la télécharger, c'est gratuit pour les patients. Ils peuvent être informés dès que les pollens arrivent, dès les premiers signes, pour commencer à prendre leur traitement, pour commencer à faire attention. Donc là, il y a vraiment une amélioration. On s'adapte parce que maintenant, tout le monde a un smartphone et tout le monde peut être prévenu, où qu'il soit, ça géolocalise, ça va vite. Advice Medica, donc là, c'est une plateforme d'échange entre médecins parce qu'on est tous tout seuls dans notre coin, dans nos cabinets. Et là, quand on a des questions, quand on ne sait pas répondre, on ne sait pas répondre à tout, et ben on peut poser la question grâce à cette plateforme aux autres correspondants, aux spécialistes. Il y a 3600 utilisateurs et tous les jours, en fait, on peut poser des questions et tout le monde peut répondre aux questions qui sont posées. Et ça permet d'améliorer notre formation continue. Et en 24 heures, on peut avoir une réponse sur notre question d'un professeur qui va être à Toulouse, d'un professeur qui va être à Strasbourg, etc. Donc, il y a des grands noms de l'allergologie qui répondent à nos questions en 24 heures. Et ça, c'est vraiment un outil très précieux et qui est très efficace. Et même quand c'est pas notre question, on lit les questions des autres et on se forme aussi comme ça. Drago, donc ça, c'est une application pour les patients cette fois-ci. L'idée, c'est que la désensibilisation, donc c'est des traitements qui sont longs, qui sont compliqués, c'est 3 ans de traitement, donc même par voie sublinguale, même avec les comprimés, bah, c'est pas facile à prendre. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de les aider grâce à un système de jeu, voilà, de gaming, c'est que tous les jours, quand ils vont prendre leur traitement, ils vont faire un petit jeu, et comme ça, ce sera pas la pause médicament, c'est la pause jeu. Et ça va les encourager à prendre leur traitement, à les motiver, on leur pose des petites questions. Donc là, c'est voilà, c'est des quiz, en même temps, c'est du serious gaming, c'est à la mode. Et ils ont un petit avatar qui va évoluer, un petit dragon, ils vont pouvoir l'améliorer. Et plus ils vont prendre, voilà, plus ils vont jouer au jeu, plus ils vont prendre leur traitement et mieux ils vont aller. Pour le grand public, cette fois-ci, donc on essaye d'informer le grand public. Il y a 2 grands événements. En mars, c'est la journée française de l'allergologie, donc avec l'association Asthme et Allergie. Donc là, bah, vous allez avoir pas mal d'informations. On va essayer d'être présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur tout ça. Et ça, c'est français, en tout cas. Et après, il y a une journée, une semaine même mondiale de l'allergie en juin. Donc là, c'est tous les pays font des événements sur toute une semaine avec, pareil, des podcasts, des webinaires, tout ça. Donc ça, on va vous préparer plein de choses pour le printemps. C'est en pleine période pollinique, donc souvent, ça marche bien auprès des médias. Et ça évolue. Donc, l'ARCA, l'association de recherche clinique en allergologie et asthmologie, évolue. Donc, on est sur les réseaux sociaux, j'en parlais, et on vous propose des messages, bah là, notamment avec les histoires de diminuer les dépenses énergétiques. On rappelle qu'effectivement aussi, pour les allergies, c'est important de ne pas trop chauffer, et 19 degrés au maximum, c'est très bien à la maison. Et je vous remercie également. Monsieur Sève, merci infiniment. Merci à tous les 3. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses grâce à vous tous. Margot, avons-nous des questions? Alors, une première question. Pouvez-vous revenir sur le concept One Health et l'expliciter? Oui. Allez, c'est pour Joël, ça. Oui, bien sûr. Le concept One Health, d'où vient-il? C'est que l'homme s'est toujours cru à l'extérieur de la nature comme maître et possesseur de la nature, sans imaginer les impacts de ses actes sur l'environnement dont il est dépendant. Parce que nous sommes dépendants de la qualité de l'air, de la qualité des sols, de l'intensité de la biodiversité. Nous sommes tous en interrelation. Et on ne peut pas jouer solo, nous les humains. Il faut aussi qu'on compte sur l'environnement, tout ce qui nous entoure, hein, c'est-à-dire l'environnement chimique, biologique, physique et socio-anthropologique aussi, parce qu'on ne fait pas les mêmes maladies si on a un système de soins de qualité que si on a un mauvais système ou qu'on n'a pas d'accès aux soins. Donc, vous voyez que c'est important. Donc, cette notion de wellness, c'est pour montrer que nous sommes en interrelation et que notre santé dépend de la santé de ce qui nous entoure. Et c'est une notion très récente qui est pourtant de bon sens, hein, mais c'est une notion très, très récente. Alors,
On en parle beaucoup en ce moment. Pour l'instant, on ne fait pas grand-chose pour améliorer cette situation-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je pense que tu as bien répondu. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? À moins que Fabien ou Édouard souhaitent ajouter un mot là-dessus. Oui, en fait, on n'a pas parlé des vétérinaires qui font partie aussi de One Health et donc de la santé animale. Alors c'est vrai qu'on a orienté nos exposés directement sur l'homme, la santé humaine, mais il y a aussi la santé animale à prendre en compte. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de maladies, notamment infectieuses, qui sont liées aux animaux. Et donc One Health prend en compte aussi ces différents composants, santé humaine, santé animale et santé de l'environnement. Oui, je crois que c'est très important parce qu'on a vu quand même avec le Covid la question des zoonoses, le lien entre les zoonoses et les modifications environnementales. On a quand même beaucoup parlé au début du Covid, même si je remercie Fabien d'avoir souligné le fait que la pollution de l'air avait une incidence sur les cas de Covid et leur gravité. J'avais eu l'occasion de plaider ça devant le Conseil d'État en avril 2020, où les premières études sont sorties et je me suis fait ramasser, pour parler vulgairement. Ça n'a pas du tout été retenu alors que c'était vrai. Mais seulement, voilà, c'était très nouveau et donc ça n'a pas convaincu. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que les liens qu'il y a, et on voit bien comment aujourd'hui les autorités sanitaires surveillent comme le lait sur le feu les zoonoses et leur développement, parce qu'on sait très bien les conséquences ensuite que ça peut avoir sur la santé humaine. Pour compléter ton intervention, Corinne, je peux dire que, par exemple, le moustique tigre, ce beau petit moustique là qui est noir et blanc et qui est magnifique en photo, eh bien, il n'existait pas en France. On l'a découvert fin des années 90 en Corse. Après, il est venu du fait du réchauffement climatique à la enfin, dans la zone méditerranéenne, PACA par exemple, et à l'heure actuelle, il se trouve que toute la France métropolitaine est couverte par le moustique tigre, qui est un transmetteur de chikungunya, de dengue, et qui sont normalement des pathologies des îles principalement de l'océan Indien, la Réunion, Mayotte, etc., mais aussi un peu de Martinique, Guadeloupe. Et ces pathologies-là, maintenant, on a des cas autochtones de dengue et de chikungunya en France depuis une petite dizaine d'années. Très peu nombreux, mais ils existent alors que ça n'était jamais arrivé par avant. Ça, c'est ma première remarque. Et puis pour compléter sur la notion de l'environnement, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une augmentation de la pollution générale et que parmi les polluants, on a ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Il faut savoir que les perturbateurs endocriniens sont aussi des perturbateurs du système immunitaire. Donc, si vous voulez, quand on vieillit, notre système immunitaire diminue, comme nos os, nos muscles, etc. Mais aussi, on accumule de plus en plus de perturbateurs endocriniens qui vont minimiser l'efficacité de notre système immunitaire. Et c'est pourquoi ceux qui paient le plus lourd tribut parmi les morts et les maladies graves aux pathologies infectieuses, eh bien, ce sont les personnes âgées et en plus qui ont déjà des comorbidités. Donc tout ça est intimement lié et ça nous fait penser qu'on est tous en interrelation avec l'environnement au sens large. C'est d'une complexité assez extraordinaire, fabuleuse. Ça veut dire, le mot complexe, ça veut dire, complexus en latin, ça veut dire tisser ensemble. Donc on est tous en interrelation avec ce qui nous entoure. Et donc dès qu'il y a un élément qui disjoncte, eh bien ça peut avoir des effets délétères sur le reste. Autre question? Le système de santé est-il prêt pour faire face à l'explosion des allergies dans les années à venir? Peut-être le docteur Sèvres là-dessus? Bah oui. Alors, non, je ne pense pas tout de suite en tout cas, parce qu'effectivement, on va être de moins en moins d'allergologues. On ne pourra pas forcément déléguer aux généralistes parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, ils sont débordés par tout ce qu'ils ont à gérer, alors qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc, il va falloir, je pense, trier effectivement. Alors, on parle beaucoup des IPA maintenant, on parle beaucoup des assistants. Donc, sans doute que effectivement, les allergies légères, modérées, ce sera, les généralistes vont faire le diagnostic, vont traiter, peut-être que les IPA vont renouveler et on va se débrouiller comme ça. Les allergies graves ou sévères vont être du coup déléguées aux allergologues.
On espère pouvoir les prendre dans un délai convenable, moins de 6 mois, mais c'est pas forcément gagné. Et là encore, on va céder sans doute des assistants, des IPA. On va faire ce qu'on peut, mais c'est pas gagné tout de suite. Mais bon, après, on fera comme on pourra. Est-ce que Dr Skinazi ou Dr Spiro, vous voulez rajouter quelque chose? Le Haut Conseil de la santé publique, au mois de juin, et j'y ai participé, a publié un avis sur la prospective dans le domaine du Covid. Et nous avions écrit que les structures de santé n'étaient pas adaptées s'il y avait une crise pédiatrique en matière de Covid. Alors, on ne s'est pas beaucoup trompé, mais ce n'était pas le Covid, c'était le virus respiratoire syncytial dont j'ai parlé tout à l'heure avec la bronchiolite. Et nous avons vu ces dernières semaines les difficultés énormes du système de santé pédiatrique pour gérer avec une épidémie de bronchiolite qui a été un peu plus précoce. Et vous savez aussi que la bronchiolite est aggravée aussi par la pollution atmosphérique, comme je l'évoquais aussi tout à l'heure. Et donc, on a vu que le système de santé a peiné, en tout cas en pédiatrie, et nous avions déjà envisagé ce type de difficultés par rapport au système de santé. Donc, Édouard vient de répondre pour la partie allergologie, mais dans le domaine pédiatrique également, nous l'avons vu sous nos yeux, les difficultés rencontrées avec le transfert d'enfants dans d'autres hôpitaux, et de très jeunes enfants, avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Donc on voit également que, en matière d'adaptation du système de santé que nous avons évoqué les uns et les autres dans le cadre de ce webinaire, eh bien, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour cette adaptation du système de santé à une augmentation des allergies, une augmentation des crises infectieuses. On voit les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui et qu'on peut imaginer demain. Pour compléter ce qui vient d'être dit sur cette problématique, il faut bien se rendre compte que notre système de soins est très loin d'être apte à accepter ce qui se passe en termes de pathologie du fait du réchauffement climatique. Il faut savoir par exemple que l'augmentation de la température de la planète, les canicules, etc., augmentent les pathologies d'origine psychiatrique et le secteur psychiatrique en termes de soins est très loin d'être à la hauteur. On l'a vu au décours du Covid et on le voit très, très fréquemment, par exemple, pour trouver des psychiatres infantiles, eh bien, c'est la croix et la bannière. Donc, c'est toute la structure, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué dans ma présentation et c'est pour ça que je tenais à faire une présentation de cet ordre-là, c'est que nous ne sommes pas du tout adaptés aux changements qui arrivent. Et d'ailleurs, nous n'étions pas non plus adaptés à ce que l'on accepte de façon benoîtement tous les jours, quand je vous ai parlé d'augmentation des cancers, mais si je vous parle de l'augmentation des malformations congénitales, l'augmentation de la stérilité ou de l'hypofertilité, etc., c'est une vraie catastrophe environnementale qui vient du fait que notre système de soins n'a pas pris en compte tous les facteurs exogènes qui viennent perturber notre santé, c'est-à-dire principalement les facteurs chimiques et aussi les facteurs biologiques comme les bactéries, virus, etc. Donc, on est vraiment là sur le fil du rasoir. Nous sommes des funambules. Il y a 50 ans, on avait un balancier dans les mains de 12 mètres. Maintenant, on a à peine 1 mètre ou 50 cm, c'est-à-dire que la moindre petite modification environnementale peut nous faire vaciller. C'est vraiment une situation qui est dramatique et je ne pense pas à l'heure actuelle, puisque je siège par exemple au PNSE 4, etc., c'est-à-dire Plan National Santé Environnement, etc., je ne pense pas qu'au niveau de la gouvernance, ces phénomènes-là soient réellement pris en compte. On essaie, avec les réunions en mars et puis au printemps, on essaie d'améliorer les choses, mais je ne sais pas si les politiques vont prendre conscience de ça et vont faire quelque chose. Mais actuellement, en fait, le délai entre les premiers symptômes d'allergie et la consultation avec l'allergologue, c'est 7 ans. Donc, il y a tout le problème de diagnostic, de se dire c'est une allergie. On va consulter d'abord le médecin généraliste, il mettra un traitement et puis ça recommence, ça traîne. Il y a 6 mois de délai avec l'allergologue, donc les gens ne prennent pas rendez-vous et puis finalement ça s'aggrave, ils prennent rendez-vous et puis ainsi de suite et ça traîne. Donc oui, il y a vraiment des choses à améliorer.
Et au niveau hospitalier, il y a quand même des projets d'unités transversales d'allergologie qui se mettent en place. Donc ça, c'est quand même positif. Il y a des choses positives pour avoir vraiment des unités dédiées à l'hôpital pour les allergies graves et sévères, notamment alimentaires et médicamenteuses. Mais là encore, c'est un budget, donc c'est des histoires de sous et c'est long et compliqué. Mais ça se met en place. Corinne, si vous permettez, on a dit un mot tout à l'heure. Oui, on a dit tout à l'heure un mot sur la prévention. Et c'est un peu le parent pauvre. Le problème, c'est que ce parent pauvre, ça dure déjà depuis des années et des années, et Joël Spirou l'a très bien montré. Or, pourtant, nous avons des outils, on a montré des outils numériques pour informer. Dans le cas du PNSE 4, on évoque justement les outils d'information du public par rapport à ces sujets. On vient de montrer, on a différents types d'outils. Il y a plein de choses qui se font en matière de prévention, mais peut-être pas suffisamment. Et donc, je pense qu'on l'a montré tout à l'heure aussi, que certains pays l'ont compris, qu'augmenter la part de la prévention, c'était aussi très rentable. Or, je pense que là, il y a beaucoup d'efforts dans cette matière. On a parlé récemment des rendez-vous de prévention à certains âges de la vie. Qui va s'en occuper? On ne sait pas encore très bien. En tout cas, ce sujet de la prévention primaire, bon, il y a la prévention secondaire et tertiaire également, mais en matière de prévention primaire et d'information du public, je crois encore qu'il y a du chemin à faire dans notre pays. Merci Fabien de préciser ça, c'est fondamental. Et en particulier, vous savez que la période de la vie la plus fragile, c'est la période de la grossesse et du développement de l'enfant dans le ventre de sa mère. Et moi, je plaide depuis des années pour qu'il y ait une réelle consultation prénatale pour toutes les femmes qui ont besoin d'avoir, pas besoin, mais qui ont envie d'avoir un enfant. Mais pour l'instant, ces consultations sont vraiment à minima et n'existent pas vraiment dans les axes prioritaires, alors que on devrait faire des consultations préconceptionnelles pour déjà passer les messages d'une vie de qualité pendant la grossesse et aussi pendant toute la prime enfance. Pour l'instant, ce n'est toujours pas fait. Ça avait été évoqué, mais ce n'est toujours pas mis réellement en place parce que ce sont des consultations longues. Il faut prendre le temps de parler avec la future maman, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment, c'est pour ça que ma présentation a eu l'air d'être un petit peu dramatique, comme l'a fait remarquer Corinne tout à l'heure. Mais il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Ça va mal. Eh bien, nous espérons que ce que nous faisons ici permettra que ça aille un petit peu moins mal. Voilà. Nous n'avons plus de questions, Margot? Non, plus de questions. Très bien, ben, messieurs, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis, à ceux qui nous regarderont. Et je vous donne maintenant rendez-vous pour quand, Margot, la semaine prochaine ou à la rentrée, je ne sais plus. Ce sera à la rentrée. C'est à la rentrée. Voilà. Eh bien, très bonne fête en tout cas et nous nous retrouvons au début de l'année 2023. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.